Là, on va atterrir sur un sujet qui fâche. Je vous le dis tout de suite. Donc, si j'étais testeur et qu'on me dit là, tu as ce jeu-là, t'en penses quoi ? Bah là, pas de problème, on pourra parler de tous les trucs qui vont pas. D'ailleurs, si vous voyez Cyberpunk, franchement, la preview que j'ai fait, j'ai été honnête sur tout, quoi. Je vous dis ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, tout ça, sans aucun souci, parce que là, le devoir du truc, c'était fais une preview, dis ce que t'en penses, donne une critique. Bah, la critique, ok, mais on fait pas de la critique sur Twitch en fait. Lorsque je sors du cinéma avec quelqu'un, je n'ai qu'une envie. Discuter de mes impressions, mais pas seulement. J'ai aussi, comme vous je pense, envie de savoir si c'était bien ou si c'était mauvais. Pourtant, systématiquement, la conversation se termine sur une frustration. Je ne sais pas pourquoi on est d'accord ou non. Il y a comme une dissonance entre l'avis que je formalise et ma méconnaissance de ses justifications. Et c'est là que je me suis posé cette question. Pourquoi ai-je aimé ? Pourquoi ai-je détesté ? Cette réponse, je l'ai cherchée dans la critique. Mais peut-être que c'est d'abord par une introspection qu'il faut procéder. Depuis que la critique culturelle existe, un conflit la caractérise. Celui de garantir l'objectivité face au jugement de valeur. Le dilemme entre l'humeur et le dogme, entre la critique spontanée et la critique savante. Sur Internet, la critique culturelle se tourne vers le cinéma et les jeux vidéo dès les débuts des plateformes. YouTube et Twitch deviennent petit à petit un cadre propice au développement d'influenceurs. Ces individus parlent de produits culturels tout en y injectant leur personnalité. Le dispositif qu'offrent ces sites de vidéos crée un lien spécifique entre consommateurs et créateurs de contenu. L'interaction parasociale fait référence à une sorte de relation psychologique vécue par un public lors de ces rencontres médiatisées avec des interprètes dans les médias de masse, en particulier à la télévision. Les téléspectateurs ou les auditeurs en viennent à considérer les personnalités des médias comme des amis, malgré des interactions limitées avec elles. Cette fidélisation au contenu des influenceurs cinéma et jeux vidéo entretient un rapport passionné avec le public. Par exemple, la critique de films, dite à chaud, fait partie des contenus les plus mis en valeur par les algorithmes des plateformes. Ils sont très populaires. La recommandation devient sur Internet la principale forme de critique culturelle. Elle est rapide à faire et met facilement votre chaîne en valeur. Cette approche du cinéma a fini par lasser les influenceurs qui se sont tournés vers d'autres formes d'analyse plus profondes. J'ai arrêté de faire des critiques sur la chaîne, ou en tout cas j'en ai fait beaucoup moins. Et ce que j'ai pu dire sur les critiques, que ce soit en vidéo, dans le bilan de l'année dernière, ou même sur la chaîne, a toujours été mal pris. Parce que... En vérité, le meilleur moyen d'apprécier les critiques ciné sur YouTube serait de moins voir leur gueule. Parce que ce que je ne fais plus, certains le font encore aujourd'hui. Ce que je comprends parfaitement. Mais à l'époque où j'en ai parlé, ça provenait plus pour moi d'une sorte d'exaspération de j'ai plus envie de faire ça personnellement. La critique à chaud ne disparaît pas pour autant. Même les youtubeurs ayant déclaré s'en débarrasser la déplacent sur d'autres formats, comme les podcasts. Et donc voilà, je suis un peu emmerdé par ce film qui, par exemple, qui est construit sur 2 époques, avec des changements de format qui sont cheap, enfin je trouve ça... Ah, t'as pas aimé les changements de ratio ? Mais c'est vulgaire, c'est vulgaire Victor, c'est vraiment le... C'est pas que c'est vulgaire, c'est qu'il veut pas choisir. Pour moi, tout s'explique comme ça. Bah non, je te promets que des fois, quand je veux pas choisir, c'est vulgaire dans le sens, c'est banal, c'est vulgaire, c'est genre... Et puis la manière avec laquelle ça te fout, je trouve que c'est pas élégant. Un autre exemple est celui des influenceurs jeux vidéo. La critique jeux vidéo sur YouTube a suivi plus ou moins le même trajet que la critique cinéma, mais elle s'est davantage inspirée de son homologue journalistique des sites spécialisés. Ils y reprennent notamment la note comme élément à part entière de la critique. Mais la note étant un sujet de débat, même dans les milieux professionnels, ils s'en détachent petit à petit, jugeant qu'elle n'est pas adaptée aux œuvres culturelles. Noter un jeu, c'est la négation du caractère artistique du jeu vidéo. La note est donc directement liée à cette vision du test jeu vidéo comme guide d'achat. Les influenceurs la rejettent. J'approche maintenant de la fin de la vidéo et je réalise en fait que j'ai vraiment pas retiré de gros points positifs de ces quelques heures que j'ai passées sur Mortal Shell. Je trouve ça assez triste si vous voulez parce que dans les bandes annonces, le jeu a quand même l'air terriblement intéressant, mais le résultat final en fait n'est pas du tout à la hauteur. Mais est-ce que son ou ces remplacements sont de meilleurs outils d'analyse ? La note, c'est aussi l'idée d'objectiver en formalisant mathématiquement une appréciation. Et selon moi, cela pose un problème. De la même manière que je ne savais pas vraiment pourquoi j'appréciais ou non une œuvre, l'évolution de cette critique culturelle ne semble pas nous permettre, en tant que spectateurs, de savoir quelle est la méthodologie de la critique.
Et dès que la critique n'est pas comprise, car elle est dissonante avec un certain avis général, une frustration apparaît chez les spectateurs et les réactions sont parfois violentes. Pour les comprendre, il faut à mon avis questionner la façon dont on parle des films et des jeux vidéo sur Internet. Voici mes propositions pour une critique culturelle plus saine et engageante. Et selon moi, la clé se trouve dans les critères d'appréciation. Je suis arrivé à la conclusion qu'il faut se questionner et essayer de mettre en lumière nos critères personnels. Quels sont les aspects d'une œuvre que nous valorisons le plus? Quels sont les éléments de ces mêmes aspects qui méritent d'être le sujet de notre critique? Une fois que ce travail sur nous-mêmes est fait, il faut formaliser ces critères, quitte à les écrire et à les présenter à nos interlocuteurs. Mon hypothèse est la suivante. Si les gens ne comprennent pas votre critique, c'est qu'ils n'ont pas l'information de votre méthode critique. C'est en ayant la connaissance des grilles de lecture que l'on peut mieux la décoder, la discuter, tout en étant sur le même socle philosophique. Ce travail est difficile, mais me semble indispensable si l'on veut améliorer la discussion autour des médias artistiques. On peut considérer qu'un critère n'est pas adapté, mais à ce moment-là, il faut en avoir d'autres pour le remplacer. Il faut aussi peut-être ne plus aborder une œuvre uniquement dans sa globalité. La critique culturelle traditionnelle porte cette idée de voir une œuvre comme un tout unifié et qu'il faudrait l'analyser par ce prisme. Mais selon moi, avoir cette approche peut embrouiller le spectateur. On ne sait pas vraiment de quoi on parle exactement. Il faut peut-être focaliser sa critique sur un aspect particulier d'une œuvre. Et si l'on considère qu'il est important pour sa critique d'aborder une œuvre en liant plusieurs de ses éléments, par exemple personnages et musique, il est de la responsabilité du critique de présenter en quoi cela est pertinent. Il ne faut pas prendre tout cela pour acquis. Il faut partir du principe que le critique doit expliquer aux autres sa grille de lecture et doit la justifier. On sait bien qu'il n'y a pas de vérité objective en art. C'est d'autant plus une raison pour objectiver ses partis pris subjectifs avec des critères clairs et compréhensibles par son audience. Il faut absolument éviter de faire les choses par habitude et bien réfléchir ses choix éditoriaux. Lorsqu'on a construit sa grille d'analyse et qu'on l'a présentée à son audience, il faut s'y tenir. L'un des gros problèmes de la critique culturelle, c'est la transformation hasardeuse des critères d'analyse. Par exemple, dans la critique jeux vidéo, souvent sur les instances où les graphismes ou la technique sont présentés comme des critères peu intéressants, mais sont quand même évoqués de temps en temps. Cela crée de la confusion. Il faut garder une certaine cohérence dans son analyse, ou alors préciser et justifier pourquoi est-ce que l'on décide de changer de grille d'analyse, quand elle ne nous semble plus pertinente. Peut-être qu'il faut aussi arrêter de réfléchir en termes de bon ou mauvais. Sauf si l'on considère consciemment, et qu'on le dit, que les implications morales et politiques que porte l'œuvre sont importantes pour nous. Ces termes entretiennent ce rapport de guide d'achat qui semble désintéresser la critique culturelle. Si vous voulez vous débarrasser de cet aspect, il faut aussi se débarrasser de son esthétique. Si on ne veut pas que sa critique soit un simple guide d'achat, il ne faut pas qu'elle y ressemble. Les influenceurs ont aussi une responsabilité d'adresser les effets de cadrage qui sévissent dans leur communauté. En psychologie du raisonnement et de la décision, ainsi qu'en psychologie sociale, le cadrage est l'action de présenter un cadre cognitif comme approprié pour réfléchir sur un sujet. Ce cadrage peut avoir un effet sur le raisonnement et conduire à des choix différents en fonction de la façon dont le problème a été formulé. Car la manière dont les influenceurs abordent la critique, comme je l'ai présenté précédemment, a une influence sur la manière dont le public aborde cette critique et parle de leurs propres appréciations des médias artistiques. Ainsi, pour une meilleure interaction entre spectateurs et influenceurs, il faut aussi faire un travail d'éducation sur la manière dont est abordée la discussion. Il faut pointer du doigt les moments où la discussion est faite plus pour le plaisir de la discussion que les arguments eux-mêmes. On est là pour confirmer ses propres avis auprès d'une figure de youtubeur ou de streamer que l'on admire. Et c'est pour cette raison aussi que l'on réagit aussi mal à la confrontation. Le public ne veut pas cette confrontation, car il n'est pas habitué à elle, dans la manière qu'il a d'aborder la discussion autour de la critique. Un travail pédagogique est nécessaire. Il faut pousser son public à justifier ses avis avec, si ce n'est des preuves, des éléments concrets avec lesquels on peut interagir précisément. J'ai souvent été confronté à des appels à la popularité de ce type. Les fans ont détesté cet épisode. Cette affirmation est faite sans preuve, et non pas qu'il existe une preuve spécifique qui permettrait de déterminer objectivement s'il est vrai ou non. Mais cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'avoir des outils de mesure, certes imparfaits, mais qui pourraient exister. Metacritic, le site agrégateur de critiques, très critiqué et critiquable, permet d'avoir ne serait-ce qu'une petite idée de ce que pensent les gens avec la note d'utilisateur.
Mais en face, la personne qui balance cet argument n'a pour elle que l'impression qu'elle a de ce que tout le monde est censé dire ou penser. Il nous faut absolument des faits précis pour discuter sur un pied d'égalité et de manière saine, pas avec des arguments infalsifiables. Voici ma dernière proposition, et sans doute la plus compliquée à mettre en place. Il faut arrêter d'invoquer une culture légitime pour justifier de la qualité d'une œuvre. Et je sais à quel point les œuvres reconnues par le plus grand nombre ont construit notre culture et notre vision du cinéma et du jeu vidéo. Mais il faut se faire une raison. Renforcer la puissance de la culture légitime entretient l'idée qu'il existe des œuvres dont les caractéristiques dépassent tout jugement personnel, ce qui crée une incohérence lorsque l'on aborde ces œuvres légitimes avec notre grille de lecture. J'ai envie de parler d'un phénomène aujourd'hui qui me saoule. J'en ai marre de voir ça sans arrêt, j'en ai marre de tous ces gens qui appellent tous les films des chefs-d'œuvre. Le mot chef-d'œuvre, c'est fort, c'est pas de la merde. Un chef-d'œuvre, c'est un film qui va transcender le temps et l'espace. Si on se fait envahir par des aliens un jour et ils voient Avengers Infinity War et ils se disent ça c'est un chef-d'œuvre, faut qu'on l'assume. Appeler un film de chef-d'œuvre, c'est important, c'est grave. Quoi qu'on veuille, peu importe à quel point on apprécie un film, moi le premier, History of Violence, quand même, tu vois, genre, j'aime ce film, vraiment. Même si j'aime énormément ce film, il n'y a pas les ingrédients pour moi de faire un chef-d'œuvre. Genre, c'est un film qui est efficace, mais est-ce que, genre, logistiquement, c'est un chef-d'œuvre ? Est-ce que de manière de mise en scène, c'est un chef-d'œuvre ? C'est un film en mise en scène, c'est assez plat, c'est assez classique. Est-ce que niveau scénario, c'est un chef-d'œuvre ? La morale est gentille, mais bon, il n'y a rien de transcendant, quoi. Même si on n'aime pas. Première fois que j'ai lu 1984, j'ai pas aimé. Mais j'ai quand même admis que, je comprends pourquoi les gens appellent ça un excellent livre, et je peux le considérer comme un chef-d'œuvre. La ferme aux animaux, pour moi, c'était l'inverse. C'était genre, excellent livre, chef-d'œuvre, je sais pas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est bien ça le problème, on ne voit pas. J'aime pas, mais je reconnais que c'est bien. Cette phrase est vide de sens, car elle ne dit rien et reconnaît que sa critique n'est pas légitime et doit s'écraser face à la légitimité supposée universelle de certaines œuvres. Merci d'avoir regardé et à bientôt.